Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, nous plongeons ou nous entrons dans la ville provisoire de Bruno Pellegrino. Un livre qui a obtenu donc le prix Bibliomédia en 2022. Je ne sais pas grand-chose sur ce prix-là, qui a été publié aux éditions Zoé. Et un livre qui nous embarque dans une ambiance assez étrange dans cette ville provisoire. On ne sait pas exactement quelle est cette ville. Il y a un côté Venise, parce qu'il y a de l'eau autour, mais jamais elle n'est nommée, cette ville. Et l'auteur nous laisse en compagnie d'un personnage, un personnage qui vient dans cette ville dans l'appartement d'une traductrice dont il doit plus ou moins récupérer les papiers sur lesquels il est en train de travailler, puis il vit aussi dans une cité universitaire, mais qui est une ancienne usine, et entre deux, il doit se rendre dans l'appartement de la traductrice, et il y a ces allers-retours qui se font, et il y a l'eau qui intervient, la pluie, et une ambiance assez mystérieuse. Et d'ailleurs, tout ceci est introduit par un extrait d'un livre qui lui-même met en scène des villes extrêmement mystérieuses, un livre magnifique qui est Les villes invisibles d'Italo Calvino. Les images de la mémoire, une fois fixées par les mots, s'effacent, dit Marco Polo. Peut-être ai-je peur de perdre Venise, c'est pour ça que j'ai pensé à Venise, c'est qu'elle est mentionnée quand même dès le départ, tout d'un coup, si je parle d'elle. Donc on est bien à Venise, même si elle n'est pas vraiment nommée. Et voilà le début. Les sirènes revenaient par intermittence cogner à la fenêtre. Elles surgissaient à l'aube sans signe avant-coureur. Elles tournoyaient derrière la vitre, assourdissantes. Les rideaux ne pouvaient rien contre elles. Il aurait fallu des volets ou murer la fenêtre. Au début de mon séjour, elle me réveillait en sursaut. Je me redressais dans mon lit, le torse moite. L'air humide s'infiltrait entre les draps. Je retenais ma respiration. Avec le temps, je n'ouvrais même plus les yeux. Couché sur le côté, une main sous l'oreiller, l'autre entre les cuisses, je me coulais contre le matelas, dans ma propre chaleur. Les sirènes étaient inoffensives. Elles annonçaient simplement, avec des variations que je saisissais mal, qu'aujourd'hui encore, la mer entrerait dans la ville. Cette mer qui entre dans la ville, voilà le thème essentiel de ce livre. Continuons juste un peu plus loin. L'eau dessinait des motifs sur les vitres qui se sont brouillés quand le train a redémarré après la dernière gare de la terre ferme. Les gouttes progressaient par à-coups, elles s'alourdissaient en fusionnant les unes avec les autres. J'ai rassemblé mes affaires, froissé mon gobelet de café, rangé le roman que j'avais feuilleté sans parvenir à le lire. Barres locatives, entrepôts, citernes et docks défilaient sous la pluie de janvier. Les flammes de ce qui ressemblait à une raffinerie de pétrole jaillissaient de deux très longues cheminées. Les gouttes se sont mises à filer à l'horizontale quand le train a accéléré en s'élançant sur ce pont dont on m'avait parlé. C'est ici que débouchaient les fleuves du continent pour entrelacer leurs estuaires et former cette étendue parsemée d'îlots, sillonnée de courants et protégée de la mer par un cordon littéral.
Je m'étais renseigné, je connaissais l'histoire. Comment des ormes, des mélèzes et des chênes abattus dans les montagnes avaient été acheminés jusqu'ici pour être taillés en pieux et enfoncés dans les bancs de boue et les talus herbeux. Comment cette forêt décapitée, lentement pétrifiée par la vase, avait servi de socle pour ce qui allait suivre. Il avait fallu corseter le terrain de quais en pierre, draguer les canaux, paver les places et élever les palais, partir en guerre et en rapporter des butins de bois précieux, de roches inusables, d'ivoire, de soie et d'épices, maçonner les façades de sable et d'ossements de chameaux, et puis poser des rails, tirer des câbles pour électrifier l'archipel, construire des parkings, des hôtels et des terminaux de ferry. Le sel avait tout de suite commencé son travail de sape. En une nuit, le bas des murs s'était couvert de végétation aquatique. C'est écrit de manière très belle. Le sel avait tout de suite commencé son travail de sape. On entre dans ce lieu décrit précisément, mais en même temps dans une ambiance tout à fait étrange. Et ce qui fait le personnage est aussi tout à fait étrange. Pourquoi vient-il là ? Il y a cette histoire, il est donc dans une résidence, et puis il va dans l'appartement de cette traductrice, qui n'est plus là, qui a quitté cet appartement. La traductrice habitait un vieux quartier tout à l'est du centre historique, entre un chantier naval et une grande église qui était une ancienne cathédrale. Les maisons de la rue, dont certaines semblaient à l'abandon, possédaient chacune un jardin fermé par une grille. Collées les unes aux autres, elles bordaient un quai étroit qui donnait à l'embouchure d'un rio sur un petit port de plaisance. Des canots bâchés, encroutés de coquillages, étaient amarrés le long d'un ponton à claire-voie. Au bout, la perspective s'étendait jusqu'à des vasières. Ça, c'est son arrivée dans cet endroit. Toujours des descriptions extrêmement précises des lieux. Et puis, petit à petit, notre personnage s'attache à ce lieu. Mais il vit aussi, par l'entremise de cette traductrice, essaye de comprendre ce qui lui est arrivé. Et on ne sait plus si c'est lui qui nous raconte ce qu'il vit ou si c'est elle qui parle. Tout d'un coup, dans la deuxième partie, justement, on est dans l'appartement de la traductrice. Mais ce n'est plus ce narrateur, c'est elle. Ou du moins, son point de vue. Une phrase est venue l'attirer. Donc là, tout d'un coup, ça n'est plus « je ». Une phrase est venue la tirer du sommeil au milieu de la nuit. Elle a ouvert les yeux et immédiatement elle a su comment faire. Mais le temps qu'elle allume sa lampe de chevet, qu'elle enfile un peignoir et que démarre son vieil ordinateur, sa solution s'était dissipée. Il aurait suffi de la noter à la main. Les mots étaient si nets, si puissants dans son esprit. Elle ne s'est pas doutée de leur volatilité. Son idée avait à voir avec cette longue suite d'adjectifs qui rythmait la version originale, mais qu'il était difficile de restituer sans lourdeur dans sa langue à elle. L'attention aux mots, au style, à la langue de la traductrice, mais aussi la langue à la fois assez simple de cette écriture-là, mais qui nous met aux prises avec une complexité du monde, un rythme du monde. Elle a parcouru tout le passage en essayant d'identifier l'endroit où le texte lâchait, le temps verbal ou le signe de ponctuation qui introduisait
une modulation involontaire et déséquilibrait cette dernière phrase éternellement bancale. Traduire, écrire, comme on compose, c'est bien le verbe qui est utilisé, composer de la musique. La solution ne lui revenait pas. C'était le milieu de la nuit. Maintenant qu'elle était levée, autant travailler un peu. Quand les sirènes ont retenti, plusieurs heures plus tard, elle n'était pas venue à bout de sa phrase. Et là, on retrouve les sirènes du départ, au même lieu, mais pour un autre personnage. Et petit à petit, il y a presque une fusion entre ces deux personnages qui ne se rencontrent pourtant pas. Et puis, dans la troisième partie, à nouveau les sirènes ont retenti ce matin-là aussi. Mais il y avait longtemps que je n'y faisais plus attention. Et puis, petit à petit, la ville va s'effacer. Et la traductrice aussi. J'ai rangé mon téléphone et sorti la robe détrempée de sa housse. C'est une robe de la traductrice que le narrateur a emportée avec lui dans une valise. Elle avait repris la teinte sombre qu'elle avait dans la machine à laver, mais répandait une odeur un peu rance, macérée. Je l'ai déposée sur l'eau qui s'en est tout de suite emparée. La robe ne coulait pas. Elle se mouvait très lentement, juste sous la surface. Sereine et silencieuse, et elle évoluait dans la cuisine comme un grand poisson jamais répertorié. Voilà quelques pages de cet étrange livre, ce livre étrangement beau de Bruno Pellegrino, Dans la ville provisoire.